Bonsoir à tous et bienvenue sur Nurea TV pour une nouvelle soirée témoignage extraordinaire. Ce soir, vous allez découvrir les récits d'expériences étranges hors normes que certains Nuréens ont vécu et qu'ils ont décidé de partager avec nous en vidéo. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous aussi participer à une prochaine émission témoignage extraordinaire, c'est très simple. Il vous suffit de nous envoyer votre vidéo, si possible pas plus d'une dizaine de minutes, sur l'adresse mail contact@nurea.tv. Vous pouvez nous envoyer ça par mail, par WeTransfer ou tout autre moyen de votre choix. Je serai ravi de découvrir vos témoignages et pourquoi pas de les sélectionner pour une prochaine émission. On se retrouve tout de suite sur Nurea pour découvrir ces témoignages. Pour démarrer cette émission, je souhaitais vous présenter une photo qui, si elle est réelle, est tout simplement incroyable. C'est Cyril, alias Gandalf, l'un des modérateurs Nurea TV, qui l'a reçu d'une auditrice. Je lui ai proposé de nous rejoindre sur l'antenne de Nurea pour faire le point sur ce cliché. Ce cliché d'ailleurs que vous voyez apparaître à l'écran nous a été envoyé par une auditrice depuis le Québec. On écoute ce que Cyril peut nous en dire. Salut Gandalf, peut-être devrais-je dire Cyril, mais les Nuréens te connaissent plus sous ce pseudo Gandalf, puisque tu es un des joyeux modérateurs de la chaîne Nurea TV. Merci infiniment de nous rejoindre sur l'antenne pour nous apporter quelques explications et quelques éclairages sur cette mystérieuse photo que les Nuréens viennent de découvrir. Bon, alors salut Guillaume. Ouais, je suis content d'être là et de pouvoir enfin parler de cette photo, de ces photos qu'on a reçues il y a quelques temps déjà et qu'on voulait partager. Ces photos et principalement celle qu'on vient d'afficher à l'antenne, elle est particulièrement intrigante, presque trop belle pour être vraie, et ça on y reviendra tout au long de cet entretien, parce qu'il faut toujours prendre un peu de recul avec ce type de document. On vit une époque du numérique où il est facile de trafiquer des images ou autres, mais on va découvrir tout le récit autour de la capture de cette photo et tous les faits qui entourent la capture de cette photo pour se faire une idée plus précise. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, ça fait longtemps que tu as cette photo, enfin plusieurs mois. Tu me les avais déjà montrées, on en avait parlé ensemble, et puis on s'est dit que ça vaudrait le coup de partager ça avec le Nuréen et que chacun puisse se faire son propre avis, et ce qu'on va tenter de faire ce soir. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous dire comment toi tu as obtenu ce cliché et comment ça s'est passé Ouais. concrètement. Alors, c'est suite à une émission de Nurea. Une des Nuréennes a évoqué cette histoire de photos d'aliens qui se passent au Québec. Et donc, moi, je l'ai contactée, on s'est parlé, on a pris contact et elle m'a envoyé ces photos-là. Donc, il faut savoir que cette personne, cette Nuréenne qui m'a envoyé ces photos, n'est pas le témoin direct de ces photos-là. C'est une amie à elle qui habite au Québec, à plusieurs heures de Québec, au nord de Québec, au lac Saint-Jean. Et voilà, c'est dans cette circonstance-là que j'ai reçu les photos. Donc c'est un témoignage qu'on appelle un témoignage de seconde main. Cette auditrice qui te transfère les photos, ce n'est pas elle qui les a Exactement. prises, c'est une connaissance à elle. C'est ça, exactement. Mais c'est une connaissance qu'elle a rencontrée sur place quand même. D'accord, donc elle a vu en personne et qui lui a transmis ces clichés. Mhm. La scène sur laquelle se déroule cette photo, tu nous dis on est à un bon bout de temps de route de Québec, on est dans une zone particulièrement rurale, c'est ça? C'est assez rural, effectivement. Ça se passe autour du lac Saint-Jean. C'est la nuit et c'est en 2020. Et vu les photos, ça se passe pas en hiver, c'est plutôt printemps-été au Canada, quoi. Sur ce que ça t'a rapporté cette auditrice, quelles sont les circonstances de capture de ce cliché? Comment s'est déroulée la scène? Est-ce que tu peux nous en faire le récit?
Ouais, alors c'est un peu pittoresque. Donc cette personne-là habite dans un petit immeuble avec beaucoup de personnes âgées et elle-même n'est pas vraiment âgée non plus, hein. Et plusieurs nuits de suite, elle a vu des lumières dans le ciel. Ça a commencé comme ça. Et on verra tout à l'heure, elle a pris des photos. Et elle a plusieurs nuits de suite, elle a également entendu des bruits dans son jardin, donc autour de cette petite maison, ce petit immeuble d'habitation. Elle entendait du bruit et elle savait pas trop ce que c'était. Et donc un soir, elle est descendue dans son jardin et avec son téléphone portable, et elle a réussi à prendre une photo de ce petit être-là. Et son but, c'était de le faire fuir parce qu'elle avait aussi peur c'était plus autant de la peur que de la curiosité. On imagine. Mais du coup, elle y a été et dans le but de faire fuir ce petit être-là. Et apparemment, ça a marché parce que ils ne sont plus revenus. Donc cette personne entend du bruit. La première idée qu'on a, on est en Amérique du Nord, un raton laveur ou un animal du genre qui fait un peu Exactement. de boucan. Et donc de toi, ce qui t'a été rapporté, c'est en gros, elle descend, elle sort de chez elle et elle tombe nez à nez avec cette petite entité. C'est ça. Elle descend, elle fait un peu le tour de son immeuble, elle va vers sa voiture. On verra d'ailleurs sur la photo, on a vu la plaque d'immatriculation de sa voiture, ce qui permet un peu de voir la taille de l'être. Et elle tombe nez à nez avec ce petit être et elle lui demande de dégager en fait. Elle le chicane, comme ils disent là-bas. Et c'est ça qu'on voit sur la photo. On voit sa main qui fait un geste et c'est ça qu'elle a pris en photo. Elle voulait le faire partir en fait. Ce qui est assez hallucinant, première réflexion que je me fais, c'est que cette dame a la présence d'esprit de faire une photo. Combien de fois on a entendu des témoignages, ne serait-ce que d'observation d'ovnis, on n'est même pas dans une rencontre du troisième type dans ces cas-là, Hein. où les gens sont tellement impressionnés par ce qu'ils voient et il y a un effet, il y a un effet de surprise qu'ils ne pensent pas à prendre un cliché. Là, en même temps qu'elle fait fuir l'entité, elle prend une photo et un cliché qui est quand même assez explicite sur la nature de ce qu'elle a en face d'elle. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui fait un peu c'est ce qui peut nous mettre des doutes aussi, également sur la photo parce que elle est en même temps, ça pourrait être très bien fait et en même temps très mal fait parce que c'est super flou. Si c'était un fake, ça serait plus détaillé que ça. Mais effectivement, bon. Apparemment, la lettre n'est pas partie en cours non plus parce qu'elle a eu le temps de prendre en photo. De la présence d'esprit de la prendre en photo quand même, effectivement. Est-ce Donc, que cette entité était seule des informations que tu as reçues ou il y en avait plusieurs? euh, c'est une bonne question. Il me semble qu'il y en avait plusieurs. Il me semble qu'il y en avait plusieurs. D'accord. Ouais. Mais elle a réussi à en prendre un seul en photo. Donc là, cette dame prend cette entité qu'on va qualifier d'extraterrestre, hein, on extrapole un peu, cette entité non humaine en photo. Mm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'entité fuit. L'entité fuit et voilà. Et apparemment, l'histoire s'arrête. Parce que depuis, j'ai repris contact avec la Nuréenne qui m'a confirmé qu'elle n'avait pas plus de nouvelles, qu'apparemment il n'y avait plus ces lumières, ou en tout cas plus de visites à ce degré-là, quoi, en tout cas. La présence d'entité, en gros, c'est un événement qui était ponctuel, qui n'est arrivé qu'une seule fois, et pour lequel nous avons la chance d'avoir ce cliché-là. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que voulait la dame, en fait. Elle était apeurée, donc elle a réussi à les faire fuir parce qu'elle elle voulait pas avoir de rencontre. D'ailleurs, c'était pas son but de diffuser ce genre d'informations-là. Elle voulait garder ça pour elle, hein. Elle cherchait pas à se faire de la publicité non plus, hein, cette dame. D'accord. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'avant cet épisode et cette rencontre rapprochée, puisque appelons un chat, cette dame a pu observer plusieurs fois des lueurs étranges que d'aucuns qualifieraient d'ovnis. Exactement. Elle a vu plusieurs nuits de suite, et apparemment pendant même plusieurs semaines, des lumières qui tournaient au-dessus de sa région, de son immeuble. Mon contact m'a également dit que cette personne-là recevait des coups de téléphone et qui, pour elle, provenaient de ces entités-là. Alors, des coups de téléphone, ça peut faire sourire, hein,
Mais au moment où elle décrochait, il n'y avait personne au bout du fil et il y avait pas un message non plus d'extraterrestre, quoi que ce soit. En Mais gros, il y a un phénomène qui se jouait d'elle via le exact, téléphone. exactement. Alors, quel était le but? J'en sais rien du tout. Mais elle était persuadée que c'était lié, que les phénomènes étaient liés, que ces coups de fil étaient liés. Donc les photos qu'on va découvrir, puisqu'il y a quelques clichés aussi de ce qu'on va appeler des lueurs dans le ciel, et chacun les interprétera comme on lui semble. Donc ces lueurs dans le ciel, cette apparition d'entités et ces appels inexpliqués et somme toute étranges, tout ça pour le témoin, c'était un ensemble cohérent, lié, et qui avait une relation entre tous ces phénomènes-là. Tout à fait. Pour elle, ces êtres cherchaient à entrer en contact avec elle. C'était assez clairement ça pour elle. D'accord, donc on n'est pas dans du hasard, il y a une volonté, selon elle, explicite, d'établir un contact. Exact. Le premier cliché qu'on va découvrir, il y en a deux, c'est cette lueur sur ce ciel de nuit un peu bleuté, où justement on voit avec ces deux clichés, donc on a une lueur, difficile de se faire un avis sur l'origine et la nature de cette lueur-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mouvement, puisque sur le deuxième cliché, on distingue l'objet avec le focus de l'appareil photo, on voit qu'il y a une traînée, et donc qu'on a affaire à une lueur en mouvement dans le ciel. Exact. Donc là, on voit le haut de son immeuble qu'on peut reconnaître quand on voit la vraie image de ce lieu. Et c'est ça. Elle a pris en photo les lumières qu'elle voit passer, apparemment lentement, parce que c'est pas non plus furtif comme un avion qui va assez vite, quoi, à prendre en photo, surtout la nuit. Quand on essaye de faire des photos la nuit, on se rend compte que c'est jamais net. Les photos de nuit avec un téléphone portable, on n'aura jamais des photos super nettes de ce qu'on veut prendre en photo. Ouais, Mais d'ailleurs, je vous invite les Nuriens à essayer, sans parler d'ovnis, mais à essayer de prendre des photos du ciel de nuit. Vous verrez que c'est pas si facile que ça. Et on a l'habitude sur des photos de ce qu'on pourrait qualifier d'observation d'ovnis, de pas avoir de détails et de détails voilà. très, très, très nets sur les photos. Donc il y a cette première observation. Il y a un deuxième cliché. Donc là, j'imagine qu'on est sur une autre soirée. On est sur un ciel beaucoup plus sombre. Là aussi, même type de lueur dans le ciel et à nouveau cliché. C'est ça, c'est ça. Donc, qui montre effectivement que ça tourne autour de chez elle, en fait. Ça a l'air assez ciblé, c'est malheureusement pour elle, hein, mais effectivement, ça tourne au-dessus de chez elle. Ce qui lui a fait certainement penser qu'il cherchait à rentrer en contact avec elle. Alors là, pour le coup, c'est vrai que sur cette deuxième série d'images, on voit une lueur. Peut-être il y aura des explications rationnelles derrière. Je reviens sur celle qu'on a vue juste avant, en précisant quand même que si on cherchait l'explication étoile, parce que des fois ce sont des étoiles extrêmement lumineuses et des phénomènes lumineux qui sont tout à fait expliqués, des étoiles en mouvement, comme on a pu le constater sur l'image avant, là, ça enlève quelques explications d'origine naturelle. Moi, je pense, hein, parce que même prendre des étoiles en photo avec un téléphone portable la nuit, c'est pas aussi lumineux que ça quand même. Il y a un troisième cliché qu'on découvre à l'instant à l'antenne. Là, c'est la photo de l'arrière d'un appareil photo sur lequel on constate un cliché, avec là un phénomène lumineux qui est encore plus surprenant, un peu étalé, tout en horizontal. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce cliché? Comment tu l'interprètes, ce cliché-là? Donc déjà, c'est bien un cliché qui provient de la même personne. Euh, elle a pris en photo son appareil photo, donc avec son téléphone portable, parce qu'elle n'arrivait pas à transférer la photo d'une autre manière. Donc, parce que bon, Oui, techniquement, c'est un peu la compliqué. technologie peut être capricieuse. Exactement. Donc c'est bien une photo que cette personne a prise. L'endroit où elle l'a prise, je n'ai pas vraiment l'information. Mais j'avoue qu'elle est vraiment intrigante parce que ça paraît pas un montage. Enfin, en plus, sur un appareil comme ça me paraît difficile de faire quoi que ce soit. Mais voilà, ça illustre un peu les lumières, parce que ça ressemble vraiment, c'est vraiment uniquement des lumières. Ça n'a pas l'air d'être du tout les boulons, en tout cas. Voilà. Oui, on ne devine pas Marrant. d'objet solide derrière cet éclairage. C'est ça, c'est ça. Par C'est contre, au tout ce niveau que j'ai. dimension, on voit des arbres en fond sur cette Hum, image, et hum, du coup, ça permet de se faire
un aperçu un peu plus clair de la taille de l'objet, Voilà, en tout voilà, cas ouais. de la taille de cette boule lumineuse qui n'est pas une boule. Je sais Mm. pas trop comment la qualifier. On a plus une forme d'ovni en fait, hein, sur celle-là, et C'est ça. la taille est quand même assez imposante puisque Ouais, par ça a l'air de rapport aux faire arbres derrière, on est sur plusieurs plusieurs mètres. mètres, hein. Ouais, exactement. Mm. Alors là aussi, peut-être les Nuréens, certains s'y connaissent en photo, en appareil photo. Des fois, ce genre d'image peut être aussi expliqué d'un point de vue technologique par des reflets, etc., qui vont créer ce genre de phénomène. Si vous avez une explication, mais solide, hein, parce que me dites pas c'est une lanterne thaïlandaise, n'hésitez pas, Ah, les Nuréens, dans les commentaires, et ben, à apporter ce qui pourrait vous sembler être une hypothèse ou une explication aux clichés qu'on vous présente. C'est toujours intéressant sur des clichés, bah, de les remettre en cause. Ça ne veut pas dire qu'on doute de l'honnêteté des témoins, mais d'essayer de comprendre déjà dans un premier temps s'il n'y a pas d'explication rationnelle. Moi, ces clichés, je les trouve surprenants, et j'avouerais que le premier qu'on a montré avec cette luminosité en mouvement, je serais curieux de voir comment on peut expliquer tout ça. Il y a un quatrième document qui, lui, est une vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on la diffuse. Je vous laisse, ça dure une petite minute. Je vous laisse découvrir cette petite vidéo et on en parle juste après. Ok, là, il fait. Ah, il y en a deux. Ben oui, c'est ça, je te dis, il y en a deux. Ouais, c'est comme hier, ça. Non, c'est pas lumière. C'est au jamais. Une photo, ça fait 10 ans. Ah oui, mais la lune n'est pas ronde, Steph. Ben non. Cyril, on vient de découvrir cette vidéo qui est d'une qualité assez correcte, je trouve. mm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on vient d'observer? Déjà, nous permettre une petite grille de lecture parce que c'est pas Alors, forcément aisé de comprendre ce qui se passe sur cette vidéo. voilà. Alors, donc là, on a la personne, donc toujours la même témoin qui est apparemment avec un ami et qui voit donc deux lumières dans le ciel. Donc les deux lumières, les deux boules blanches qu'on voit dans le ciel, c'est ce qu'ils essayent de voir, de prendre, de capturer. Donc ce sont bien deux lumières. Dans la vidéo, on les entend à un moment donné évoquer le fait que ces lumières, ils les ont déjà vues auparavant. Ils disent c'est la même chose qu'hier, ou je ne sais plus comment ils disent ça. Donc on voit que sont deux sources lumineuses très lumineuses. Ça ressemble pas à une étoile. C'est fixe d'après eux. Et ça ne semble pas être la Lune non plus. Bon, déjà, il y en a deux. Et ça ne semble pas être la Lune parce qu'on peut remarquer à la fin de la vidéo, l'ami précise que la Lune n'est pas ronde à ce moment-là. Donc, en fait, ce qu'il voit, c'est rond, et ce n'est pas la Lune qui, elle, n'est pas ronde à ce moment-là. Voilà. D'accord, oui, ça correspond pas au calendrier lunaire à l'instant où est prise cette Il semblerait. vidéo, où la Lune est peut-être en croissant ou en quart, mais en tout cas pas une sphère pleine telle qu'on la voit. Exactement. Donc Donc, on bah, reconnaît bien l'accent québécois également, qui là, on sait que permet de on sait situer. que ça se passe au Québec sur cette vidéo. Là, si je résume, on a quatre éléments objectifs, des photos, une vidéo, sur des phénomènes lumineux qui font partie du quotidien de cette personne qui a pris le cliché qui nous intéresse ce soir, en l'occurrence cette entité non humaine. Exact. Ouais. Donc, qui ont fait partie de son quotidien à un moment donné, en tout cas. Ouais, ce qui appuie un peu le caractère mystérieux autour du cliché. On va y revenir justement sur ce Mm. cliché parce que tous ceux qui ont vu le cliché se sont dit ah, c'est trop, encore une fois, trop beau pour être vrai, mais on va creuser un peu. Comment tu l'analyses, toi, ce cliché, d'un point de vue un peu plus technique? Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Là, je le mets en grand format sur l'écran. Mhm. On voit cette entité, on voit cette main du photographe qui semble faire signe en direction de l'entité. Qu'est-ce qu'on voit comme autre élément? Alors déjà, effectivement, au premier plan, on voit la main de la personne qui indique, qui essaye de faire fuir l'être.
Donc ça m'a été confirmé par la nuréenne. Ce qu'on voit également derrière l'être, on voit un petit rectangle blanc. En fait, c'est la plaque d'immatriculation de la voiture de la personne. Et donc, par rapport à cette plaque d'immatriculation, on peut estimer la taille de ce qu'on pourrait dire être un alien, qui semble être un peu plus d'1 mètre de haut, quoi. C'est 1 mètre, 1 mètre 20. Oui, je Pas sais plus. pas si la voiture est un gros SUV nord-américain, donc avec Je pense pas. une hauteur plus haute que ce qu'on a en Europe, mais Ouais, ouais, on peut déjà extrapoler sur au moins 1 mètre. c'est ça. Sur la gauche, on voit c'est les parements de la maison qu'on peut reconnaître quand on voit la vraie photo de l'immeuble. Donc ça se passe à l'arrière de cet petit immeuble entre l'immeuble et la forêt, en fait. Donc sur la carte, quand on voit la région sur la carte, effectivement, il y a le lac Saint-Jean qui est un immense lac au Québec, et il y a beaucoup de points d'eau. Donc on retrouve toujours cet élément eau avec les contacts ovni et aliens, quoi. Ouais, pour revenir aux théories, entre autres, de notre ami Braji Belovac, Exactement. là on est sur des thématiques qu'on connaît bien. On arrive à identifier la zone où il y a la photo. Le truc que je me demandais, et là on va pouvoir faire une action collective, les Nuréens, c'est sur cette entité en elle-même, la position dans laquelle elle se trouve. Moi je trouve que tout colle, en tout cas au niveau de l'attitude. On a l'impression d'être face à une entité qui est surprise, un peu prise comme ça dans les phares d'une voiture, mais c'est tout ce qu'on a. Ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être sur Internet des images qui ressemblent. C'est ça. C'est-à-dire aller voir sur Pixabay tous ces sites, ces bases de données d'images qui sont des images créées de toutes pièces. Moi, je serais curieux de voir si un Uréen peut trouver la même image, c'est-à-dire une entité non humaine, dans la même position, dans les mêmes proportions. Parce que là, du coup, ça annihilerait tout le dossier et on pourrait dévoiler ce qui pourrait éventuellement être une supercherie. Encore une fois, moi, je ne me prononce pas sur cette image. Si on retrouve exactement la même image, on pourra dire, voilà, c'est un montage photo. Jusqu'à preuve du contraire, je laisse une part de possibilité de réalité à ce cliché et à cette rencontre du troisième type. Toi, avec un peu de recul, parce que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu as ce cliché, j'imagine que tu as eu le temps d'y penser. Oh oui. Quelle est ta position vis-à-vis de ce dossier-là aujourd'hui? Alors effectivement, je me suis longtemps interrogé sur l'opportunité de diffuser cette photo-là, parce que elle est en même temps, si c'était un fake, ce serait super bien fait, parce que justement parce que c'est flou. Enfin, même l'attitude de l'alien, si on va appeler ça un alien, son attitude, elle est pas classique. Enfin, si moi j'avais dû construire une image d'un alien, je l'aurais pas mis dans cette position-là. Ouais. Les, les yeux, on voit apparemment des gros yeux noirs. Les yeux ne se reflètent pas. Apparemment, le flash ne se reflète pas dans ses yeux, donc c'est intriguant également. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais ça me paraît trop flou pour avoir voulu être un fake, en fait. Pour moi, je suis vraiment intrigué, donc ouais, je pense qu'on a bien fait de diffuser cette photo-là. C'était important pour moi aussi. On en a discuté assez longuement de voir quel était l'intérêt de diffuser ce genre de cliché. S'il s'avère que tout ça est bien réel, on est quand même face à quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, je compléterais ce que tu viens de dire par les autres clichés qu'on a vus et la vidéo sur ces phénomènes lumineux étranges. Peut-être encore une fois qu'il y a des Nuréens qui vont regarder cette vidéo, qui vont réussir à nous apporter des éléments qui viennent débunker la situation. J'insiste encore une fois, si vous me trouvez la même image d'entité dans la même position et dans les mêmes proportions, n'hésitez pas à nous l'envoyer par mail sur contact@nurea.tv. Moi, je me ferai un plaisir, si tel est le cas, de refaire une vidéo dans une prochaine émission pour démontrer une éventuelle supercherie. Jusqu'à preuve du contraire, on va laisser la porte ouverte à ce dossier-là.
Dire un grand merci à la Nuréenne qui t'a partagé ces informations, et puis te dire un grand merci à toi Cyril d'avoir un petit peu investigué autour de ce dossier-là, d'avoir recueilli toutes les informations et de les partager avec nous aujourd'hui. C'était un réel plaisir de t'avoir à mes côtés à l'antenne. C'était un plaisir partagé. Merci Cyril. Merci Guillaume. Nous poursuivons cette émission en compagnie de Frédéric qui se remémore pour nous 2 observations assez incroyables d'objets aériens non identifiés qui se sont déroulées en 1987 et en 2005. Merci beaucoup Frédéric pour ton témoignage. Bonjour à tous les Nuriennes et Nuréens. Voilà, donc je vais vous raconter 2 histoires que j'ai vécues il y a bien longtemps et une autre un peu plus récente. Alors c'est parti. Donc la première expérience qui m'a le plus marqué est arrivée en vers 1987, je crois. J'étais alors âgé de 17 ans, je vivais chez mes parents dans une maison de centre-ville d'un village entre Chartres en Eure-et-Loir et Rambouillet dans les Yvelines, près de Versailles. Cette maison était composée de 3 étages et offrait une vue sur les toits des maisons voisines. Vous comprendrez pourquoi le détail est important. Alors, c'était, je pense, en automne, vers 22h, 22h30. La nuit était tombée déjà depuis un bon moment. J'étais seul dans le salon, à regarder la TV et mes parents étaient dans leur chambre à proximité. Soudainement, mon regard est attiré vers ma gauche en direction des grandes fenêtres du salon qui donnent sur la rue. Je distingue de mon fauteuil comme des lumières étranges et mobiles. Alors je suis un peu inquiet mais intrigué. Je m'approche des rideaux, je les soulève doucement et j'aperçois 2 lueurs blanchâtres, non éblouissantes, juste au-dessus des toits voisins. De forme ovoïde, à l'horizontale donc, avec les contours un peu floutés. Le phénomène me semble assez proche. Je pense estimer leur distance à environ 15 ou 20 mètres. Leur diamètre de chaque lueur peut-être à 3 ou 4 mètres. Elles effectuaient toutes ces 2 lueurs-là effectuaient une sorte de danse étrange, c'est-à-dire que les lumières tournaient ensemble, comme autour d'un axe central, mais l'une des lueurs allait légèrement plus vite que l'autre. Donc dans l'ensemble, un mouvement rotatif relativement lent. Et je ressens alors une sensation très particulière qui me parcourt le corps, parce que je ne comprends pas ce que je vois. Je décide alors d'éteindre la lumière du salon, et j'ai l'idée d'aller chercher mon père pour le prendre donc à témoin. Donc, une fois sur place, il observe la chose fixement pendant de longues minutes, puis repart dans sa chambre sans me dire un mot, et nous n'en avons jamais reparlé ensemble. Donc, ne lâchant pas une seule seconde de cette observation, un peu plus tard, je monte à l'étage supérieur pour mieux les observer par une petite fenêtre de toit que j'ouvre délicatement, sans bruit. Alors, je constate toujours que leur volume reste identique, comme au début de l'observation. Je ne constate aucun bruit, et je reste là à observer le phénomène et surtout l'environnement un long moment, jusqu'à ce que la fatigue se faisant, je me résigne à me coucher aussi. Il n'y avait aucun changement quant à leur mouvement, toujours la même rotation, et cela faisait donc bien une petite heure facilement, oui, que je les observais. Le lendemain, donc à mon réveil, je me précipite à la fenêtre pour continuer espérant de retrouver les lueurs. Malheureusement, elles avaient disparu. Alors je tiens à préciser que lors de cette apparition, il n'y avait ni avion, ni hélicoptère, ni fête locale quelconque, ni faisceau lumineux ou autre laser en tout genre. Par contre, plus tard, j'ai appris que ce phénomène avait été observé également à quelques kilomètres au-dessus d'un village voisin, non loin de là où j'habitais. Durant la même nuit, voilà. Donc j'étais soulagé de savoir que d'autres personnes ont été certainement témoins aussi de cet événement. Et voici pour la première. Alors,
Pour la seconde histoire, alors c'est un phénomène non lumineux mais plutôt massif, solide, que j'ai observé. Donc c'était vers les années 2005, c'était le printemps ou l'été, le ciel était très bleu. Je pars de chez ma mère qui habite justement le même village précédemment cité pour rentrer chez moi à une dizaine de kilomètres de là. Donc comme à mon habitude, pour aller au plus court, j'emprunte une petite route communale de campagne traversant des champs à perte de vue, plus ou moins plats, avec quelques petites parcelles de bois ça et là. Donc au cours de quelques minutes de route, après avoir traversé un petit village, mon regard est attiré vers ma gauche par un fort scintillement dans le ciel. Je vois alors un objet étrange, cylindrique, en suspension à la verticale, d'apparence donc a priori métallique, car les rayons du soleil reflétaient très facilement dessus, quoi. Alors, n'en croyant pas mes yeux, je me range immédiatement sur le bas-côté pour mieux apprécier le phénomène, histoire de voir ce que cela peut être bien, et s'il est en mouvement ou s'il émet un bruit quelconque. Alors, une fois dehors, je peux l'observer quelques longues minutes, assez attentivement pour évaluer sa hauteur à peu près à peut-être 200 mètres du sol et peut-être 400 mètres de moi environ. L'objet est statique et silencieux. Il fait peut-être 15 à 20 mètres de haut, donc il me semblait vraiment grand et massif. Voilà, donc cette estimation est un petit peu difficile à dire malgré tout. Donc je décide à un moment de continuer ma route, ce qui me permettrait de contourner l'objet et d'essayer de l'observer sous un angle différent, tout en essayant de ne pas le lâcher des yeux en même temps, quoi. Donc pour cela, il faut que je suive la route habituelle, qui traverse un petit bois très peu large. Donc je prends ma voiture, je prends la route et je traverse ce bois. Malheureusement, par l'opacité du feuillage des arbres à cette époque de l'année, je ne vois plus rien l'espace de 10 secondes. Et je sors de ce bois et quelle a été ma déception de m'apercevoir que l'objet avait disparu, tout simplement. Voilà. Donc voilà, merci encore pour cette possibilité que je puisse m'exprimer sur ces sujets qui se sont donc passés il y a un bon moment. C'est très important que l'on puisse effectivement évoquer ces sujets qui sont encore à mon sens trop pas assez partagés en tout cas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être certainement à bientôt, qui sait. Au revoir. Aurélie est géobiologue et énergéticienne. Dans cette vidéo, elle nous parle de son rapport aux signes qui se présentent à elle et revient pour nous sur une étrange suite de hasards qui vont l'amener à éviter un grave accident dans le métro. Merci Aurélie pour cette vidéo et pour ton récit. Bonjour ou bonsoir à vous tous. Merci à vous Nora et Guillaume pour l'énorme travail que vous accomplissez chaque année pour nous régaler. Merci également à vos intervenants qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. C'est vraiment tellement rare d'avoir autant de constance dans les contenus intéressants que vraiment on ne peut que vous en féliciter. Et surtout pendant cette année qui visiblement est bien dure pour vous avec vos travaux. Et je sais de quoi vous parler puisque j'en suis à ma 2e rénovation et que je sais à quel point ça peut être effectivement fatigant de tourner de front. Mais vous le faites avec panache et je vous trouve tellement pétillant et surtout tellement complices l'un avec l'autre que rien que ça fait du bien au cœur quand on vous voit. Voilà, donc je suis pas une auditrice fidèle depuis longtemps, mais le dernier appel de Guillaume a fini par me convaincre de me dire que j'allais apporter ma petite pierre à l'édifice moi aussi et de vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Alors c'était il y a quelques temps déjà, j'ai mis un petit peu de temps avant de me décider sur ce que j'allais vous dire.
parce que de par mon métier, j'ai énormément d'anecdotes puisque je suis géobiologue et énergéticienne, et que quand on explore les annales akashiques et qu'on est amené à se frotter de près ou de loin à de l'occulte, et bien effectivement, on peut avoir des histoires bien rocambolesques qui n'ont rien à envier des scénarios qu'on voit sur Netflix. Mais c'est pas du tout ce que j'ai choisi de vous partager ce soir. Peut-être que je le ferai une prochaine fois. Mais je voulais revenir sur le côté plus on est tous des maillons dans la vie des uns des autres. Et on fait tous partie de cette gigantesque côte de mailles. Et on peut tous être un jour posés sur le chemin de quelqu'un. Et on a tous eu dans nos vies quelqu'un, qu'on le sache ou qu'on le sache pas, qui ait joué un rôle prépondérant dans notre vie. Je m'explique en disant ça, c'est que moi, depuis toujours, en fait, les signes font partie intégrante de ma vie. J'ai toujours fait attention, prêté beaucoup attention depuis que je suis toute petite aux cercles de champignons dans la forêt, aux heures qu'on appelle maintenant des heures miroirs, qui sont maintenant très connues, les plumes qu'on peut trouver dans des endroits plutôt incongrus. Toutes ces choses-là vraiment faisaient partie de ma vie depuis toujours. Et avec le temps, ça a fini par s'étioler un petit peu. Et c'est lors d'un événement malheureux, puisque j'ai perdu brutalement mon meilleur ami il y a quelques années maintenant, que j'ai eu besoin que l'univers m'aide à nouveau pour prendre des décisions importantes, puisque mon ami n'étant plus là pour le faire, j'avais besoin de puiser de la force et de l'approbation avec par un autre biais. Et donc j'ai décidé un jour que j'allais demander à l'univers, en gros, qu'on se trouve un code. Et ce code, ça a été une pièce, puisque j'avais une pièce posée au sol quand j'ai fait cette demande. J'ai dit, voilà, à chaque fois que je trouverai une pièce au sol et que je viendrai te poser une question qui est importante pour moi, si j'en vois une, donc dans les 24 heures, ça voudra dire que je suis sur le bon chemin. Si c'est pas le cas, il faudra que je fasse les choses différemment. Et donc au fur et à mesure des années, j'ai plus du tout eu besoin de poser des questions à l'univers, puisqu'en fait les réponses, je me rendais compte qu'elles étaient tout le temps cohérentes avec ce que je ressentais, donc il fallait que j'arrête et que je fasse confiance tout simplement. Mais j'ai quand même continué à avoir des pièces sur mon chemin, malgré le fait que je pose des questions, en fait, j'en posais pas. Et j'ai fini par me rendre compte au bout de quelques temps qu'en fait, c'était pour juste m'indiquer que pendant les 24 prochaines heures, de ne pas m'inquiéter si je vivais des aventures un peu rocambolesques, parce que c'était tout simplement pour que je sois une personne posée là à un endroit, que je croise telle ou telle personne, que je puisse dire telle parole, voilà, que je sois un maillon dont quelqu'un avait besoin, de la même manière qu'une personne avait laissé tomber une pièce au sol pour que moi je puisse la trouver et que ça soit donc quelque chose de marquant dans ma vie. L'histoire que je vais vous raconter, elle va dans ce sens-là, et c'est l'une des histoires, l'une des missions entre guillemets les plus denses que j'ai eues jusqu'à présent. C'était il y a quelques années de cela déjà. J'habitais encore en région parisienne et je montais donc avec ma voiture un soir pour retrouver des amis qui montaient de province pour faire la fête. Et donc je gare mon véhicule boulevard Ménilmontant et je pars faire la fête avec mes amis. Je reviens à 5h30 du matin, donc le lendemain. J'arpente le boulevard Ménilmontant, pas de voiture. Et j'ai eu beau recommencer encore et encore en me disant peut-être que je me suis trompée, je m'étais garée plus loin. J'ai pas de voiture. Donc je finis par me rendre à l'évidence, on m'a volé ma voiture. Et même si je ne sais pas comment je vais en racheter une autre, je ne sais pas comment je vais faire lundi pour aller bosser, mais c'est pas grave, la seule chose qui m'importe, c'est que je suis épuisée, que je veux rentrer chez moi et je veux dormir. Donc je prends les transports en commun pour rentrer chez moi. Je me dirige donc à la station Ménilmontant. Dans cette station, il n'y a que deux sens. Je peux aller chez moi en prenant les deux côtés, mais il y en a un qui est vraiment beaucoup plus long que l'autre. Et bien entendu, même si je connais le métro par cœur, comme de par hasard, je me trompe de sens. Et donc, comme l'autre était vraiment très long, je dis non, je sors et je fais machine arrière. Donc je sors du métro, je vais sur le quai d'en face, et bien entendu, quand j'arrive sur le quai, le métro vient de partir. Donc j'attends les 7 minutes que m'annonce le panneau lumineux et je trouve un petit jeu de patience sur mon téléphone. Là-dessus arrivent deux hommes
sur le quai du métro, ils avaient bien fait la fête, hein, tous les deux aussi, hein, ils étaient bien éméchés. L'un va à côté, enfin va sur la machine à chips et bonbons pour scotcher, hein, devant, et l'autre vient pile en face de moi s'asseoir au sol. Et quand je dis s'asseoir, c'est plutôt s'écrouler au sol compte tenu de l'état d'ébriété dans lequel il est. Et en fait, il s'assoit vraiment très très proche des voies. Et en fait, je l'interpelle et je lui dis, écoutez, vous pourriez pas vous rapprocher de moi parce que vraiment, vous êtes vraiment très proche des voies et ça fait peur, quoi. Et les gens qui étaient sur le quai d'en face, effectivement, ont commencé à le regarder aussi avec interrogation. Là-dessus, il se lève, le métro arrive en face, il se lève et plutôt que de venir effectivement vers moi, il prend la décision de sauter et de descendre en fait sur les voies. Je le vois alors sortir un gros feutre de sa poche et un peu comme un Posca et aller poser ce qu'on appelle un blaze, donc une signature sur la porte du métro qui était à quai. Et là, mon premier réflexe, c'est de regarder le panneau lumineux qui était sur notre quai et je vois 1 minute. Et donc là, je prends la plus grosse décharge d'adrénaline que j'ai jamais pris et que je n'ai plus pris d'ailleurs, parce que si on ne trouvait pas une solution extrêmement rapidement, cet homme allait mourir. Je vais donc voir son ami, je l'attrape, je le secoue pour le sortir de sa torpeur et puis pour qu'il m'aide parce que là, je ne savais pas quoi faire toute seule. J'avais pas la force en fait toute seule de le soulever, surtout que les voies sont très profondes à Ménilmontant. Et donc son copain vient tout de suite m'aider. Là-dessus, un monsieur arrive et effectivement, à tous les deux, ils ont réussi à le hisser. Et au moment où il pose le genou sur le quai, on voyait le métro à mi-chemin en fait dans le tunnel et on était vraiment à l'entrée du tunnel. Donc il était vraiment temps. Donc là, cet homme est donc sur la terre ferme, hein, n'est-ce pas? Et donc on rentre dans le métro, on prend la même rame tous les deux, il vient s'asseoir en face de moi, il me prend les mains et il me dit je te dois quelque chose à toi. Là-dessus, je n'ai qu'une image qui me vient en tête, c'est la pièce de monnaie que j'avais trouvée au sol en sortant de mon véhicule quelques heures plus tôt. Et là, j'éclate de rire, en fait. Et je lui explique que que mon véhicule a été volé, que s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais pas là. Si je m'étais pas trompée par hasard de sens dans le métro, j'aurais pris le métro d'avant. Et que donc, enfin voilà, quoi, c'était une histoire plutôt, moi qui me faisait sourire, vu mon passif. Et donc lui était bien désolé pour moi, mais je lui dis que moi tout allait bien pour moi et que j'étais très heureuse que tout ça, au final, avec un peu de recul, se finisse bien. Là-dessus, je ne connais donc pas son prénom, il ne connaît pas le mien, je lui demande quand même pourquoi est-ce qu'il a fait ça, il me dit écoute, je ne sais pas, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, je peux pas te dire, j'en sais rien, je sais pas. Voilà, on se sépare là-dessus, je rentre chez moi, le lendemain je viens bruncher avec mes amis donc de province puisque c'était prévu comme ça. Avant, je passe à la police quand même pour leur indiquer que mon véhicule a été volé, puisque je sais très bien que si mon véhicule a servi à faire des méfaits, eh bien j'en suis responsable tant que la plainte n'est pas posée. Donc je vais au commissariat. La policière me demande est-ce que j'ai appelé les fourrières. Je dis non, je sais que vos collègues sont très peu conciliants dans ce quartier. J'ai parfaitement garé mon véhicule, je le sais, c'est sûr. Mon véhicule n'est pas à la fourrière. Elle vérifie, et bien entendu, mon véhicule est à la fourrière de Bagnolet. Donc je pars du commissariat un peu agacée. Mon meilleur ami, donc qui était encore vivant à cette époque-là, m'appelle en me disant écoute, peut-être que ton véhicule a été volé et a été abandonné quelque part là où ça gênait et c'est pour ça qu'il a été soulevé. Donc je vais le rejoindre, on rejoint nos amis et le soir après, donc je vais récupérer ma voiture à Bagnolet, donc à la fourrière. Et à la fourrière, donc je demande à quelle adresse a été soulevé mon véhicule et l'adresse était exactement l'adresse à laquelle j'avais déposé mon véhicule. Donc là, ça m'agace encore un peu plus parce que quand même, c'est 136 € pour sortir un véhicule de la fourrière. Donc je lui demande, donc dans ce cas-là, c'est quoi le motif d'enlèvement de mon véhicule puisque normalement, le protocole, c'est que la police passe, on constate une infraction, la police donc colle un autocollant sur la voiture, appelle la fourrière et la fourrière voyant l'autocollant transporte la voiture. Sauf que donc le motif d'enlèvement de mon véhicule, elle me dit écoutez, je ne comprends pas, ça fait des années que je travaille là, j'ai jamais vu ça, mais il n'y a absolument aucun motif d'enlèvement de votre véhicule. Donc là, forcément, je me remets à sourire en me disant bon bah super, ça m'aura coûté 136 €, mais ça vaut quand même effectivement le coup compte tenu de ce qui s'est passé hier. Donc je repars en sifflotant et en rigolant et en souriant. Et elle n'a pas compris effectivement pourquoi je pouvais réagir pareil, d'une façon pareille, mais bon.
Donc je suis repartie. Donc voilà, c'était un petit peu la petite histoire qui illustre vraiment bien à quel point on peut tous être effectivement le maillon d'une chaîne et à quel point un inconnu croisé un jour peut effectivement changer votre vie à tout jamais ou peut commettre un geste aussi anodin que faire tomber une pièce au sol et que cette pièce change la vie de quelqu'un à tout jamais également. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci à vous pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Je vous propose à présent de découvrir plusieurs vidéos de phénomènes aériens non identifiés que des Nuréens ont eu la chance d'observer, la présence d'esprit de filmer et aussi la gentillesse de nous les faire parvenir. Peut-être aurez-vous des explications tout à fait rationnelles à apporter ou des hypothèses sur ces vidéos. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Je voulais vous partager un phénomène lumineux dont j'ai été témoin en décembre dernier. Il s'agit de 3 lumières évoluant dans le ciel et qui semblaient se suivre à l'horizontale à bonne distance constante, ce qui ne ressemble pas à des débris d'entrée atmosphérique de satellites. Cela semblait coordonné et intelligent, ce qui élimine, je pense, les lanternes thaïlandaises. Je vis au bord de la mer en Normandie, la plage est à 700 mètres. Ces lumières provenaient de la direction de la ville du Havre pour se diriger vers la direction de la ville de Caen. Cela vous donne une idée de la trajectoire de ces lumières. Cela ne ressemblait pas aux avions que j'ai l'habitude d'observer, car ils étaient beaucoup plus brillants, comme du plasma. Ça ne montrait pas de petites lumières pulsantes, ça ne clignotait pas comme les avions, et surtout, ce qui m'a le plus surpris, c'est que ces phénomènes ne produisaient aucun son. Pas de bruit d'hélice, d'hélicoptère, ni moteur d'avion. Ça passait au-dessus de ma maison, à vitesse constante de croisière. La vidéo suivante nous a été envoyée par Samantha et a été filmée dans le sud-est de la France, du côté d'Embrun. Cette étrange boule métallique, comme elle l'a décrit, a traversé le ciel. Il y avait, selon ses propres termes, plein de phares de toutes les couleurs, et c'était très scintillant. La vidéo que vous allez maintenant découvrir nous a été envoyée par Emmanuel et a été filmée par son frère et sa femme en octobre 2021 du côté de Landen en Belgique. Voici les commentaires qui accompagnaient l'envoi de cette vidéo. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait quelque chose qui brûle dans le ciel. Ce n'est pas un reflet dans la vitre, je précise. On voit en revanche le reflet de la télévision. Pour la petite info, ce jour-là, mon frère et sa femme ont fait plusieurs vidéos d'un gros orage et d'un coup, cette chose est apparue dans le ciel. Dans la prochaine et dernière vidéo de cette soirée, nous retrouvons Mandy qui avait déjà participé à une précédente émission Témoignages extraordinaires. Cette fois-ci, elle partage avec nous une expérience troublante vécue en 2007 lors d'une séance de relaxation guidée. Je vous laisse apprécier son récit et ce fabuleux décor dont elle nous fait cadeau. Coucou à tous les Nuréens, les Nuréennes, Nora, Guillaume, les modos, les intervenants. C'est Mandy, depuis les Pyrénées-Atlantiques. Et je souhaitais partager avec vous une expérience très particulière que j'ai vécue aux alentours de 2007. Donc, en résumé, je vis au Pays Basque, j'ai 48 ans. Je me sens connectée depuis enfant au peuple des étoiles
et j'avais déjà témoigné chez Nurea TV de d'un pan, d'un ovni que j'aurais vu, enfin je sens que c'était un pan, un ovni, hein, mais on sait jamais, que j'ai observé avec d'autres personnes, lorsque j'avais une dizaine d'années en 1988. Et donc en 2007, j'ai vécu, lors d'une série de séminaires, de d'éveil à soi, on va dire, développement personnel pour le terme galvaudé. J'ai vécu une relaxation guidée très particulière. Donc c'était à la fin d'une série de séminaires sur 9 mois et il y avait plusieurs stagiaires, plusieurs thérapeutes de spécialités différentes et un thérapeute en chef, on va dire, qui guidait la relaxation. Et en fait, il s'agissait d'une relaxation guidée avec respiration holotropique sur un support musical et c'était notamment l'Ave Maria interprété par la Calas. Donc ça a démarré comme un yoga nidra, on était allongés sur tapis, au chaud, sous une couverture et on était guidés par la voix de l'enseignant en fait, du thérapeute et la musique. Et donc très rapidement, je suis partie. J'ai décollé en fait, vraiment. Donc je ne sentais plus le support du tapis sous mon corps. Ça m'a vraiment interpellée parce que j'avais une partie de moi-même qui analysait tout, puis l'autre partie qui se relaxait profondément et qui vivait une autre expérience. Et j'avais l'impression de l'éviter, mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux pour vérifier. Je ne sentais plus du tout le tapis, je ne sentais plus le poids de la couverture. Et très rapidement, je ne sais pas dire en combien de temps, je suis passée dans un autre état de conscience où là j'ai vécu l'expérience la plus dingue de ma vie, je pense, où j'ai senti les particules élémentaires de mon corps qui se dissociaient. Et vraiment les plus petites particules élémentaires, et je sentais le vide dans mon corps, mais en même temps je sentais l'unité de mon corps. C'était assez dingue à expliquer. Je sentais que j'étais un corps physique, mais en même temps je sentais que j'étais faite de vide et d'énergie. Et aujourd'hui, quand on écoute clairement la physique quantique et notamment les super conférences de Nassim Haramein, on est 99,99999% de vide et donc d'énergie. Et ça, je l'ai senti. Et à l'époque, je ne connaissais pas du tout ces notions. On n'avait pas vraiment abordé ça à la fac. Enfin, j'ai fait une université de sciences, mais moi, je n'étais pas là-dedans, quoi. Et ça, c'était dingue. Dingue de sentir que j'étais purement de l'énergie constituée en atomes qui étaient en particules élémentaires qui se maintenaient par des forces très très fortes électromagnétiques. Et ensuite, je suis partie dans un autre état où je me suis retrouvée face à un être bleu, je me souviens pas s'il avait la peau bleue, mais c'était un humanoïde avec une toge bleue et il tenait un grand livre dans les mains. Et je me sentais un peu plus petite que lui et derrière lui, il y avait de gros nuages dodus, genre au coucher du soleil dans des peintures de l'époque de Léonard da Vinci, Michel-Ange, ce genre de peinture, vous voyez, avec des anges et des nuages genre crème chantilly au couchant ou au lever du soleil. Et j'avais l'image, mais j'avais pas le son. Il avait l'air de m'accueillir, mais moi je voulais aller derrière, voir ce qu'il y avait derrière, et j'ai pas pu y aller. Mais il avait l'air accueillant, mais je me souviens pas du tout ce qu'il m'a dit, j'avais pas le son. Et ensuite, je ne sais toujours pas dire en combien de temps, j'ai à nouveau entendu la voix du thérapeute qui nous guidait et qui nous ramenait sur le tapis en fait. Il fallait revenir dans la matière, ici et maintenant, sur ce tapis, prendre son temps pour réouvrir les yeux. Mais j'étais loin et j'avais du mal. J'étais vraiment ailleurs et je sentais pas mon corps et j'entendais une voix qui me ramenait. Et petit à petit, je suis revenue dans ma matière. J'ai senti mon corps hyper lourd. J'arrivais pas à ouvrir les yeux, j'arrivais pas à bouger une main. Je me sentais vraiment à l'étroit dans mon corps et j'ai mis un temps incroyable à revenir. Enfin, j'ai eu l'impression que ça durait longtemps. J'entendais les autres stagiaires qui sortaient de la pièce. Je me sentais mal à l'aise parce que j'avais l'impression d'être la dernière. Et à un moment donné, j'ai senti des pressions sur mes mains, sur mes pieds, sur mon crâne, genre du shiatsu. Mais à l'époque, je connaissais pas le shiatsu. J'ai appris à en faire, mais à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était. Mais je sentais vraiment des pressions très précises. Et tellement forte que je me suis dit que c'était les thérapeutes qui m'aidaient à revenir parce que j'étais vraiment à l'ouest, quoi.
Et j'ai ouvert péniblement un œil et en fait, il n'y avait personne autour de moi. Donc, deuxième expérience dingue. Quelqu'un me faisait... alors, je prends juste le temps de vous montrer. Pardonnez-moi pour la vidéo, qui n'est pas top, mais là, les lueurs du couchant sont juste sublimes. Et vous entendez le son des brebis, des cloches. Donc, je vais rester là pour finir la vidéo. Donc, en fait, je sentais des pressions très, très précises et vraiment, vraiment des doigts, des mains, Et ça m'activait les méridiens énergétiques, je sentais que je revenais, que ça me faisait vraiment revenir un peu plus vite que prévu. Mais personne autour de moi. Vraiment personne. Mais j'ai pas flippé. C'était tellement dingue tout ce que je vivais, je me sentais en confiance. Et je suis revenue petit à petit, les pressions ont commencé à s'estomper. Et puis je me suis rassise sur le tapis, bien malgré moi, parce que j'étais vraiment complètement chamallow, liquéfiée. Et puis ensuite, on a tous témoigné. Et lorsque j'ai raconté mon expérience, l'enseignant, le guide, en fait, m'a expliqué qu'en effet, il avait vu que je mettais du temps à revenir et qu'il avait voulu intervenir. Et que finalement, il a vu mes petits amis de là-haut intervenir et que ça avait l'air complètement sécure. Et voilà, il a laissé faire. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il entendait par mes petits amis de là-haut. Et il m'a dit, les personnes qui font partie de ton équipe d'origine et qui appartiennent au peuple des étoiles. Mais après, il n'est pas rentré dans les détails. Je pense qu'à l'époque, j'étais pas tout à fait prête à entendre tout ce qu'il avait à me dire. Mais aujourd'hui, je comprends un peu mieux, en fait, pas mal de choses. Et par la suite, j'ai appris, j'ai été formée au shiatsu aquatique et j'ai reconnu exactement les sensations que j'avais vécues ce jour-là sur le tapis. Voilà, très chers amis, je ne sais pas si j'étais très très claire dans mon témoignage, parce que c'est toujours assez bouleversant de se remettre dans l'histoire. Et en même temps, c'est super dur d'expliquer avec des mots humains l'expérience. Et je voulais juste signaler qu'une respiration holotropique, ça ne se pratique pas tout seul. Hein. C'est vraiment une technique très puissante qui est encadrée et en général pratiquée par des psychothérapeutes. Car ça vous emmène dans des états modifiés de conscience et il faut vraiment bien maîtriser la technique pour revenir et vivre l'expérience en sécurité. Voilà, je vous embrasse tous très fort et j'adore Nurea, j'adore tous les intervenants qui sont de grande qualité. Merci Nora et Guillaume. Longue vie à Nurea, encore plusieurs années et avec d'autres nouvelles aventures des Nuréens. J'ai hâte d'écouter tous vos témoignages car c'est chaque fois super intéressant et ça nous aide à tenir dans cette période qui est quand même vachement turbulente. Je vous embrasse tous, je vous fais des gros mouchous depuis le Pays Basque. Adieu. Nous voici arrivés au terme de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Avant de vous laisser, je voulais dire une nouvelle fois un très grand merci aux témoins du jour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de soirée. Prenez soin de vous les Nuréens. À très bientôt sur notre antenne. Et d'ici là, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt. Ciao!